Bonjour et j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bonne année de vive voix parce qu'on est quasiment au moment où je tourne cette vidéo dans la première semaine encore de janvier. Donc bonne année, même si vous allez regarder cette vidéo sûrement fin janvier. Mais bon, encore une fois, c'est le principal, bonne année. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un vlog lecture dans lequel je vais lire Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est le préquel au prieuré de l'Oranger que j'avais lu l'année dernière, quasiment à la même époque, sauf que l'année dernière, j'étais mieux organisée. En effet, et je l'avais dit dans ma vidéo sur les livres que je comptais lire en janvier, je voulais lire ce monument, cette brique qui fait plus de 1000 pages quand même, dans les derniers jours de mes vacances, donc dans les derniers jours des vacances scolaires. Et en fait, c'est un fail parce que j'ai lu d'autres choses. En fait, j'ai lu d'autres choses, même pas. J'ai terminé un livre que j'ai traîné dans cette dernière semaine. Et le fait est que là, nous avons repris l'école, le travail, et que je n'ai pas lu ce livre en vacances comme espéré et énoncé surtout. Bref, c'est pas si grave, mais c'est sûr que c'est quand même plus pratique quand on veut faire un vlog lecture et surtout lire un livre aussi épais. Mais bon, bref, passons. Et l'idée aussi de faire ce vlog, c'est de me motiver et de lire régulièrement parce que sinon je sens que je vais pas être très motivée à le lire. Non pas que je ne vais pas aimer, mais parce qu'encore une fois, c'est un 1000 pages, plus de 1000 pages, et que franchement, il faut tenir le rythme. J'ai l'impression de faire un marathon lecture, mais c'est un petit peu ça. Je pense le lire sur 2 semaines, donc c'est parti, je vous prends avec moi sur 2 semaines. Nous sommes le mardi 7 janvier, si je dis pas de bêtises, et il est 10h30, et j'ai lu un petit peu le prieuré. Je vais faire cette erreur très souvent, un jour de nuit tombé hier soir, et ce matin, je suis au chapitre 5. J'ai lu à peu près 6%, même pas une centaine de pages. Et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que j'ai oublié pas mal de détails du prieuré. Donc il est possible qu'à un moment donné, je me lise un petit résumé spoilant parce qu'il y a des choses qui sont pas claires dans ma tête et que je voudrais aborder ce livre pleinement et tout comprendre et avoir tous les tenants et aboutissants en tête du livre principal pour pouvoir lire le préquel. L'autre chose que je pourrais vous dire, c'est qu'on va suivre 3 femmes et il y a quasi exclusivement que des personnages féminins dans ce début. 3 femmes, une à l'est, une à l'ouest et une au sud, si je dis pas de bêtises, et on retrouve un petit peu les pôles d'attractivité et d'attraction qu'il y avait dans le prieuré, à savoir à l'est tout ce pays ou cette zone géographique très fortement inspirée par le Japon, où on a des dragons qui sont liés à l'eau, quelque chose que j'avais encore une fois bien aimé dans le prieuré, et à l'ouest avec cette dynastie, avec la dynastie de Sabran, je ne sais pas, qui est tous ces mythes autour des dragons plus occidentaux qu'on a l'habitude de voir nous en Occident, à savoir des dragons liés au feu qui volent avec des ailes, etc. Et au sud, on suit la communauté du prieuré, à savoir ces femmes guerrières qui, en ayant mangé un fruit de l'arbre, développent une sorte de magie, il me semble, et qui est un ordre guerrière du coup, parce qu'il n'y a que des femmes qui visent à protéger le monde au cas où si les dragons ressurgissent, et ça c'est les événements relatés dans le prieuré. Donc on va suivre 3 femmes, une dans chaque pôle d'attraction. Je sais pas trop ce qui va se passer, j'imagine qu'elles vont s'entrecroiser. Pour le moment, elles sont liées par une sorte de confinement, elles n'ont jamais connu autre chose que la communauté où elles vivent et où elles sont nées quand même pour la plupart, et la zone géographique aux alentours. Pour le moment, que ça qu'elles le maîtrisent, et c'est leur seul point commun. Et donc j'imagine bien comment elles vont sortir progressivement de cet enfermement et de ces limites géographiques imposées pour vivre des péripéties, mais surtout se rencontrer, s'interconnecter, et comment on va aller vers un je ne sais pas quoi, une histoire, parce que je sais pas trop où va aller ce livre-là et ce qui est raconté. Je n'ai pas lu
Je n'ai jamais lu même la 4e de couverture, donc le résumé. J'espère juste qu'on va suivre une histoire différente du prieuré, parce que c'est quand même l'idée. J'espère qu'on va en apprendre davantage, notamment sur cette communauté de guerrières. Je ne serai pas contre des rappels de ce qui se passe dans le prieuré. J'aimerais bien que le rythme ne soit pas trop lent. C'était quelque chose que j'avais reproché au prieuré dans les 100-150 premières pages. Là, c'est vrai que c'est un petit peu lent, donc j'espère que ça sera pas trop lent trop longtemps. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Je le lis en numérique, donc c'est pour ça que je voulais pas présenter, mais ça c'est de l'ordre du détail. Et je reviens vers vous. J'aimerais bien peut-être assez régulièrement, pas tous les jours parce que ça sera intenable, surtout que j'ai pas trop envie de vous spoiler le livre, mais plutôt avec ce vlog là de vous donner envie de le lire. On fait comme si j'allais adorer ce livre pour le moment. On part avec un bon a priori. Il n'est pas improbable que dans ces 15 jours de lecture je lise autre chose, parce qu'au bout d'un moment je pense que je vais en avoir marre de ne pas avancer, ou en tout cas de ne pas avoir fini de lire et d'avoir cette sensation un petit peu de rester sur place. Bref, trop de blabla pour ce premier plan. Je vais retourner lire avant d'aller travailler et je vous dis à très vite. Bonjour, je vous retrouve, on est le 10 janvier et il est 11h11. Parfait, on adore les heures miroirs brèves. Je reviens vers vous parce que évidemment j'ai avancé Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon et j'en suis à 27%. Donc plutôt satisfaite, j'ai dépassé le quart. Ça devait être hier soir. Et il était trop tard pour filmer, donc on y va pour ce deuxième point lecture. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être brève. J'aime bien cette lecture, j'aime bien me laisser porter. Je vous avoue, et je crois que je l'avais déjà dit dans le premier point lecture, que je ne sais pas où ça va. Et donc vraiment pour le coup, je me laisse porter et c'est une sensation assez plaisante. D'autant plus que le rythme est un petit peu lent. Alors une lenteur qui fait du bien, une lenteur qui permet de se laisser porter et non pas une lenteur qui frôle avec la longueur et les moments un petit peu d'ennui que j'avais pu ressentir dans les premiers, on va dire le premier quart du prieuré de l'Oranger. Donc ça, c'est déjà un bon point. Le livre est divisé en 4 parties et j'ai terminé la première partie et j'ai un petit peu entamé la deuxième partie. Ce sont des parties assez différentes, mais on va voir ça dans le détail. Donc dans la partie numéro 1, on va suivre 3 femmes et leur mère, ou en tout cas celle qui joue, celle qui représente ou symbolise cette figure maternelle pour elles. On a donc Gloriane, voilà, les noms c'est toujours pas ça, dans l'Ouest, qui est la fille de Sabran et qui est issue de cette lignée du comment il s'appelle, du saint, du monsieur là qui a soi-disant combattu le dragon. Bref, la lignée que l'on suit avec Sabran, je sais plus le numéro combien dans le prieuré de l'Oranger. Au sud, on va suivre une demoiselle qui s'appelle Siou. Encore une fois, les prononciations, c'est pas ça. Mais ça, c'est quand même très commun dans la fantasy de pas savoir prononcer, comment se prononcent les noms. Qui est une jeune fille élevée au prieuré de l'Oranger, dans ce monastère de guerrières et qui n'a qu'une envie, c'est de partir. D'autant plus qu'elle est amoureuse d'un jeune homme extérieur. Et on va suivre du coup Tunouva, qui est sa mère adoptive. C'est pas vraiment ça, mais elle joue la figure de mère. Et c'est une guerrière du prieuré expérimentée que j'aime vraiment beaucoup et je crois que c'est mon personnage préféré. À l'est, on va suivre Doumaï, qui est la fille cachée de l'empereur de l'Est et sa mère. Bon, comme dans le premier tome, je suis beaucoup moins fan de l'Est que de l'Ouest et du Sud, mais bon, c'est pas très grave. On va d'abord se focaliser sur ce que j'aime bien, parce que comme je vous le disais en préambule de ce deuxième point de lecture, j'aime beaucoup ce que je lis et me laisser porter.
porter. Donc j'ai décidé de découper les points positifs en 2 catégories, à savoir les points positifs que j'aime bien et que j'aimais déjà bien dans le tome 1 et les points positifs nouveaux et les nouveautés de ce tome numéro 2, on va l'appeler comme ça. Donc dans la continuité du tome 1, j'aime bien l'univers, ça je l'avais déjà dit et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais bien aimé le tome 1 et que j'avais envie de découvrir ce préquel. Donc j'aime bien le découpage géographique qui nous permet d'en apprendre davantage sur l'univers, sur les traditions, sur les us et coutumes des différents peuples et voir comment tout ça va s'assembler. Et surtout je trouve ça plutôt agréable parce que ça permet de resituer plein d'éléments qu'on avait déjà dans le tome 1 mais qu'on avait oublié, des détails qui en fait sont quand même importants et significatifs pour l'histoire racontée. J'aime évidemment les références aux dragons et les coutumes qui sont associées. Ça avait été mon coup de cœur je pense dans le tome numéro 1, enfin en tout cas le point qui m'avait le plus plu, à savoir les dragons de l'ouest, les Wyrm, je suis pas sûre de la prononciation, qui sont liés au feu, qui ont un côté très négatif lié à la violence, à la destruction, etc. et qui sont à repousser avec celui du sans nom notamment et toute la mythologie formée autour de la famille de Sabran et de cette dynastie qui en engendrant des enfants et notamment des filles repoussent par leur naissance même le sans nom, alors qu'à l'est on a des dragons liés à l'air, à l'eau, avec vraiment des points de ressemblance et de convergence très forts avec les poissons, et ça j'aime vraiment beaucoup. Un symbolisme autour de ces dragons liés à la paix, à la coexistence et à la spiritualité. Et j'aime ça vraiment bien, ce contraste me séduit toujours autant. Évidemment, ce que j'aime, mais ça semble plutôt évident, c'est qu'on a quasiment que des femmes, encore une fois, comme personnage principal. On a le point de vue de temps en temps d'un homme qui est plutôt intrigant d'ailleurs, mais on a que des femmes fortes, différentes, même dans leur force en fait elles sont différentes. J'aime vraiment ce panel de présentation de personnages féminins et surtout, qu'importe leurs histoires, elles ont une agentivité qui m'intéresse. En fait, elles sont pas simplement passives, comme on pourrait raconter l'histoire de point de vue de femmes avec une vision assez misogyne ou sexiste, voire patriarcale, de femmes à qui il arrive des choses, mais en fait elles n'ont rien souhaité et rien voulu de ces choses-là. Et en fait ici c'est pas du tout le cas. Je pense par exemple à des scènes où Gloriane explique qu'elle ne veut pas se marier et pas avoir d'enfants, et en fait elle questionne ça. Donc voilà, il y a une agentivité qui va en plus avoir des répercussions sur l'histoire et ça fait que ces femmes qui sont nos personnages principaux sont intéressantes à lire et à suivre. Et le dernier point dans la continuité de ce que j'aime avec le tome 1, c'est la place de la communauté ou des communautés LGBT dans ce livre, avec notamment des relations lesbiennes comme il y avait dans le tome 1, qui sont, je trouve, très bien écrites et qui sont intéressantes, qui sont écrites en plus avec plein de consentement, et donc c'est vraiment très sympa à lire en fait dans un livre comme ça grand public. Et aussi il y a des personnages non binaires et c'est pas un point de l'histoire, enfin leur non-binarité n'est pas évoquée pour faire avancer le récit. Et elles sont comme ça. Et point final. Petite tasse de Boston qui ne vient absolument pas de Boston, mais d'Emmaüs, on adore. Bref, on passe à ce que j'aime et qui est relativement nouveau par rapport au tome 1. Après, c'est pas très éloigné de ce qu'on a pu lire dans le prieuré, mais c'est des petits éléments qui sont propres à cette histoire et aussi propres au fait qu'elle l'a écrit un petit peu plus tardivement. Alors tout d'abord, j'aime beaucoup l'intrigue de la partie 1, et c'est pour ça que j'ai découpé en parties. En fait, on a 3 histoires, dont je vous le disais, à l'est, à l'ouest et au sud, différentes. On sent qu'elles vont être entremêlées au bout d'un moment, mais on ne sait pas comment. Et en fait, il y avait plusieurs pistes possibles, et réfléchir à ça m'intéressait grandement, d'autant plus qu'il y avait des détails disséminés par-ci, par-là, qui me faisaient échafauder des hypothèses, et en fait j'aime bien. Ça a montré que j'étais investie dans ce que je lisais, et donc que ça me plaisait. Bref, c'est un sentiment plaisant à la lecture. Donc les 3 pistes que j'avais notées, c'était la présence des dragons et le lien avec les dragons, mais là du coup ça fait quand même très penser au prieuré, même si ça me déplairait pas, vu que j'adore
ce point-là sur les dragons. Le deuxième point, ou la deuxième plutôt piste que j'avais évoquée avec moi-même, c'était que leur isolement et leur volonté de sortir de cet isolement, volonté qui prenait plusieurs formes, qui était plus ou moins consciente en fonction de ces filles, allait les pousser à se rencontrer, alors peut-être pas les trois ensemble, mais par duo et faire des dynamiques intéressantes pour la suite de l'histoire. Et la troisième piste que j'avais, qui n'était pas totalement infondée, c'est qu'on mentionne beaucoup à différents moments de l'histoire et surtout dans les 3 zones géographiques, le fait qu'il y a des eaux qui bouillonnent alors même qu'elles ne devraient pas bouillonner, vu que ce sont par exemple des torrents de montagne enneigés. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser par là, et la suite de l'histoire ne m'a pas donné tort. Les 2 autres points que j'aime beaucoup dans cette histoire, mais ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est ces personnages féminins, ils abordent des questions propres à leur âge, notamment la maternité, enfin le fait de devenir mère ou de le souhaiter ou pas, la question de se marier. Et je trouve ça intéressant comment on a, vu qu'on a une galerie de personnages féminins, des réponses diverses, diversifiées à ces questions, et comment, sans que ça soit politique, nous, lecteurs et lectrices, on arrive à faire dialoguer ces différentes visions, notamment de la maternité, et comment on peut avoir un panel, là encore, de réponses, et ça me semble très intéressant, et ça devient du coup militant, parce qu'on n'a pas qu'une seule réponse, un seul schéma possible, valorisé, et encore une fois, ce livre est destiné à un public d'adolescents, d'adolescentes, je pense, et donc c'est intéressant de leur montrer des chemins possibles, hors des sentiers battus, et surtout hors du chemin le plus commun dans les représentations, à savoir les femmes sont là pour faire des enfants. Et dernier point, on apprend énormément de choses, et plus rapidement d'ailleurs que dans le prieuré, que dans le tome 1, sur le prieuré de l'Oranger, sur cette communauté, sur ses fonctions, sur leur fonctionnement. Et ça, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est ma région préférée, c'est ma partie de l'histoire que j'adore. Et donc, je suis très contente de lire sur ces guerrières religieuses. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vibe aux Aes Sedai dans La Roue du Temps? Et vous connaissez mon amour pour et cette saga et Moiraine Sedai. Et aussi, ça fait un peu écho au Bene Gesserit dans Dune. Bon, je pense qu'il y a une filiation à creuser là, quelque part, mais ça sera pas pour maintenant, je vous laisse, voilà, je laisse ça ouvert, faites-en ce que vous voulez. Et donc, mercredi soir, je crois, et donc hier soir, j'ai entamé la partie numéro 2 qui correspondait à peu près à 21%, donc c'était à peu près hier soir que j'ai entamé cette partie, et donc en fait, on a la réponse à comment, ou en tout cas peut-être un début de réponse, à comment ces 3 destins et ces 3 régions vont s'interconnecter avec l'éruption du mont Effroi. Et ce mont-là, il a quand même une sale réputation, il faut le dire. Il est lié au dragon de l'Ouest que Cléontide, la fondatrice du prieuré, la fondatrice aussi de la dynastie des reines de l'Ouest, a combattu. Et donc vraiment, c'est pas bon signe du tout pour notre histoire. L'éruption de ce mont Effroi va engendrer une ère de violence et de terreur. Et j'en suis là aux premiers prémices de cette violence et de cette terreur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les 2 sœurs du prieuré, et notamment mon personnage préféré, Tunnuva, ont vu quelque chose d'ailer en sortir, et donc c'est assez mystérieux. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture. C'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite, et j'aimerais bien atteindre les 50% d'ici ce week-end. Ça me semble à peu près jouable, sachant que jeudi soir, j'ai lu et j'ai fait une petite pause Résister de Salomé Saké, que j'ai beaucoup aimé et qui fait quand même 110 pages, même si il a la même taille quasiment que ma main. Donc c'est un petit format poche que je vous conseille, on en reparlera dans le bilan lecture de janvier. Et c'est pour ça que je me dis que je vais pouvoir atteindre les 50% ce week-end, même si j'aimerais beaucoup aussi lire Foodistan de Katie Stewart, donc Après la fin du monde, qui a l'air incroyable, et en plus c'est une autrice francophone française, et donc c'est parfait, c'est de la fantasy pour mon challenge, découvrir une autrice par mois dans ce registre-là. Bref, assez blablaté, je vous emmène avec moi pour lire, même si nous avons une après-midi assez chargée. Mais c'est parti, on y va!
Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mardi 14 janvier et il est 10h50 à peu près. Et je vous retrouve parce que évidemment j'ai avancé, sinon je n'aurais pas allumé cette caméra. Le livre Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. C'est un petit peu difficile ce matin, l'élocution. Voilà, on va aller travailler cet après-midi, il faut que ça s'améliore. Bref, et j'en suis à 50%, 54% précisément. Donc j'ai dépassé la moitié et je suis très contente de ça parce que vous allez voir. Pour l'histoire, je vous avais laissé au moment où le mont Effroi se mettait en éruption et qu'il en sortait des choses assez mystérieuses, notamment Elé qui faisait référence au Vrim, à ces dragons de l'Ouest assez vindicatifs, assez déstabilisants pour les royaumes de l'Ouest parce qu'ils crachaient notamment du feu et étaient signe de malédiction et de destruction. Et en fait, il en est sorti ce Wyrm, ce dragon, ainsi que des rochers qui donnent lieu, quand ils explosent, à des sortes de bêtes un peu mythologiques, un peu chimérique de mélange d'animaux, un serpent avec un lion, etc. Bref. Et cette éruption du mont Effroi va vraiment laisser les différents royaumes que l'on suit dans une situation très compliquée. L'Ouest se voit brûler, la reine Gloriane meurt et surtout la reine Sabran défie le dragon dans une sorte de joute verbale qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe dans le prieuré de l'Oranger avec une autre reine éponyme. J'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Au sud, le prieuré, après maintes histoires internes, se voit remis sur le devant de la scène puisque son but était de lutter contre le sans-nom quand celui-ci ferait son apparition. Alors ce n'est pas le sans-nom. Le sans-nom apparaît dans le prieuré. Le sans-nom, c'est le dragon originel que, en fonction des légendes, soit, je ne sais plus comment s'appelle le monsieur, soit Cléontide, sa femme, qui l'a quand même... ravi de force, défie et tue, et qui va donner lieu, donc comme je le disais précédemment, à cette institution du prieuré. Donc elle se prépare à la bagarre, et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Au nord, on va suivre, au nord et à l'ouest, puisque ce sont des royaumes voisins, Wulf, qui est, je pense, un de mes personnages préférés, mais j'ai très peur de ce qui risque de lui arriver, parce que, voilà, j'ai un petit peu peur qu'il meure. Là, je l'ai laissé dans une drôle de situation, même s'il a survécu à cette peste qui s'étend, à cette maladie inconnue qui s'étend et qui pourrait être liée au son nom, et qu'on a eu des révélations sur sa vie, sa famille, etc. J'ai quand même très peur de ce qui risque de lui arriver. Et à l'est, bon... on suit ce qui se passe et l'éveil des dragons de l'eau, donc c'est notre forme de dragon dont j'ai beaucoup parlé. Pour ce qui est de mon avis, je passe un bon moment de lecture, en fait je me laisse porter, c'est plutôt plaisant, j'ai envie d'y retourner, j'avance plutôt bien. Ça c'est une bonne chose. Cependant, il se passe pas grand chose, d'où les points un petit peu espacés et surtout le fait que j'ai pas grand chose à raconter dans l'histoire. Et les seuls événements un petit peu incroyables ou hors norme, ils sont assez disséminés quand même dans ces 540 premières pages que j'ai lues. Donc c'est un petit peu frustrant. On n'a pas de rythme haletant, il se passe pas 1000 péripéties. Donc c'est vraiment, on se laisse pour le moment porter. On a des débuts d'histoire qui s'entremêlent entre les différents royaumes, notamment à l'est et à l'ouest, où Doumaï et Sabran rêvent l'une de l'autre et peuvent un petit peu communiquer dans leurs rêves, même si elles n'ont pas encore compris tout ça. Mais voilà, bref, il se passe pas grand chose. Se laisser porter, c'est sympa, mais j'ai envie quand même que le rythme s'accélère. On m'a confié que ça allait se produire bientôt. Donc j'ai hâte parce que franchement, encore 500 pages comme ça, ce sera pas une lecture incroyable ou marquante. D'autant plus qu'il y a un tome 3 de prévu. L'autrice a fait cette annonce et que là, j'ai quand même l'impression de relire une version modifiée du prieuré. Et j'ai pas l'impression que les histoires soient radicalement différentes. Alors peut-être que oui, dans les détails, mais comme je me souviens plus de tous les détails, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a l'éveil des dragons, des Wyrm et les forces qui vont s'assembler, les forces de l'Est et de l'Ouest qui vont comprendre qu'elles doivent lutter ensemble et que les dragons de l'Est vont permettre de
de pourchasser les dragons de l'Ouest et qu'on attend que ça en fait. Ce qui est un petit peu l'histoire aussi du prieuré. Et ce qui me fait dire qu'on se dirige encore une fois vers là, c'est qu'on a eu une nouvelle révélation qu'on a dans le prieuré, à savoir l'autre forme de magie qu'on appelle l'astrène, qui est une magie liée aux étoiles, à l'eau, donc qui fait vraiment écho très fortement au royaume, au pluriel, de l'Est, et qu'on avait déjà dans le prieuré, magie qui est complémentaire à la magie du Saiden, qui est la magie plutôt de l'Ouest, qui vient du feu, de l'oranger, du prieuré, et ces deux magies sont complémentaires. Une autre personnage qui m'intrigue beaucoup, c'est Cantre, qui est une sorcière plutôt issue de l'Inis, donc du royaume de l'Ouest, qui a compris qu'elle pouvait manier ces deux formes de magie. J'ai l'impression qu'elle fait écho à cette fameuse sorcière dont on parle dans le prieuré de l'Oranger, un peu comme un vestige du passé. Et ben, j'ai l'impression qu'on lit un petit peu son histoire ici, mais peut-être que je m'avance. Bref, en conclusion, je passe un bon moment de lecture, c'est pas non plus incroyable, mais j'ai envie d'y retourner, ce qui est déjà un bon signe pour un livre de plus de 1000 pages. Au moins, je suis pas engluée dedans. L'objectif, c'est de dépasser rapidement les 2/3 et de m'approcher le plus possible de la fin d'ici ce week-end, parce que même si j'ai intercalé de petits livres par-ci par-là dans mes lectures, j'ai envie de finir un des livres et de lire autre chose, sauf si si j'ai envie de lire autre chose, mais j'aimerais bien que l'histoire s'accélère et qu'il y ait un petit peu un second souffle, un truc très haletant qui me replongerait à 1000% dans ce livre-là. Voilà, je réserve mon avis sur est-ce que je lirai ou pas le tome 3 à l'issue de cette vidéo, et donc de mon avis final quand j'aurai bien évidemment fini le livre, ce qui a beaucoup plus de sens. Je regrette un petit peu de le lire en ayant repris le travail. Il y a plein de moments où j'ai juste envie de me laisser porter et de rester sous le plaid parce qu'il fait très froid dehors ici. En ce moment il fait -4. Je ne parle même pas du ressenti. Mais voilà, j'aurais aimé pouvoir être un petit peu mieux organisée et le lire dans une période où je ne travaillais pas, pour pouvoir un petit peu plus me plonger longuement dans ce livre. Et j'ai pas dit, mais l'Est m'ennuie toujours autant que dans le prieuré et toujours autant que dans les premières pages et les premiers points lecture que j'ai fait. Voilà, j'ai pas forcément d'attrait pour cette partie-là et je me rends compte que tout ce que je dis est décousu, mais c'est pas grave. On va essayer de se remettre tout ça dans l'ordre. Bref, j'essaye de revenir vers vous vendredi, et c'est pas une question d'avancement de lecture, mais c'est une question là pour le coup de planning très chargé. C'est la période des conseils de classe et franchement, si vous êtes prof, vous savez. Bref, ceci n'a pas de rapport, donc je reviendrai vendredi en espérant avoir atteint les 2/3 du livre, ce qui me semble plutôt faisable, même peut-être demain, en fonction de comment j'avance les corrections de copie. Bref, à très vite. Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que ma voix
va tenir parce que je suis un petit peu malade, mais bon bref, on se retrouve, on est le mardi 21 janvier et il est 10h10 quasiment et j'ai fini enfin un jour de nuit tombé dimanche assez tard et j'étais surtout très fatiguée pour allumer ma caméra et en ce moment c'est des journées à rallonge avec les conseils de classe plus le début de maladie, c'est pas incroyable. Donc pareil, hier je me suis endormie ultra tôt et c'est pour ça que je filme que maintenant le dernier point de lecture et aussi mon avis final. Donc c'est ainsi que nous allons procéder. Tout d'abord le dernier point de lecture avec un partie résumé et après mon avis final. Donc nous sommes au point lecture numéro 4 si les comptes sont bons et on s'était arrêté, vous et moi, vous dans la vidéo et moi dans le livre, à l'éruption du mont Effroi qui avait libéré des wyrms, des sortes de dragons volants cracheurs de feu, 3 et aussi des bêtes assez mythologiques, des créatures à mi-chemin entre différents animaux que nous connaissons et qui sont aux ordres de ces dragons qui eux-mêmes sont aux ordres du son nom, le dragon un petit peu suprême dont on parle dans le prieuré et cette chaîne pyramidale de commandement va être au cœur des nombreux combats qui va s'en suivre. Donc il ravage ces bêtes et ces dragons les différentes zones géographiques que nous avons suivies jusqu'à maintenant, en plus d'une maladie un petit peu comme une peste, d'une pandémie qui se répand, qui est également lié au mont Effroi. Donc vraiment c'est pas le bon moment pour aller vivre dans cet univers, croyez-moi. Et donc la question que nous posons et que l'autrice aborde dans ces dernières pages, c'est comment nos 3 héroïnes vont faire face à ces menaces diverses et variées et surtout comment rétablir une sorte de paix. Voici pour le résumé. Mon avis sur cette dernière partie lecture est assez mitigé. En fait il y a un gros problème de rythme et je pense que ça se voit dans cette vidéo parce que au point numéro 1 et 2 de lecture je vous dis que je passe un très bon moment de lecture, même si c'est lent je me laisse porter, mais déjà dans le point numéro 3 je vous dis que je m'ennuie un petit peu et c'est vrai que je me suis ennuyée dans cette lecture assez rapidement parce qu'en fait oui c'est lent, c'est plaisant de se balader, d'être comme ça légèrement guidé, mais au bout d'un moment pour moi il y a un énorme problème de rythme, on s'ennuie et les 200 dernières pages sont un peu épiques, sont en apothéose, mais en fait ça suffit pas parce que le livre est fait 1200 pages, donc en fait il y a une bonne partie du livre qui est pleine de longueur. Et dans cet ennui, en fait l'Est n'a jamais réussi à me séduire plus que quelques chapitres. Il y a une alternance de chapitres un petit peu entre les différentes zones géographiques, bon quasiment depuis le point lecture numéro 3, donc depuis quasiment la moitié, les 2/3 du livre, je lisais ce qui se passait à l'Est en diagonale. Même ainsi, je m'ennuyais. Donc c'est pour dire, en fait, ni l'univers, ni le personnage que j'ai trouvé assez plate ne m'intéressait. Par contre, j'ai quand même continué à bien aimer ce qui se passait à l'Ouest avec Gloriane et surtout au Sud avec Tuva qu'on suivait de plus en plus. Et ça, j'ai adoré. C'est mon personnage préféré. J'ai bien aimé quand les liens et les différents fils tissés au cours des pages s'entrecroisaient, notamment autour des révélations sur l'affiliation de Wulfr, qui est quasiment le seul homme que nous suivons, le seul homme qui a des chapitres écrits de son propre point de vue et que j'aimais vraiment beaucoup. Et du coup les périples de Tuva qui l'emmènent à découvrir qu'elle est la mère biologique de Wulf m'ont beaucoup intéressée, même si, je vous le disais, problème de rythme, je l'avais découvert bien avant les révélations. Et donc même ça, c'était pas non plus incroyable, ça ne m'a pas non plus surprise. Le chemin qu'on nous traçait était vraiment très bien tracé, très bien dessiné et j'ai trouvé qu'il y avait très peu de surprises, très peu d'éléments perturbateurs crédibles, peu de péripéties qui fonctionnaient en fait tout simplement. L'affirmation pour le coup du personnage de Gloriane à l'Ouest était intéressante, même si on peut se questionner sur la rapidité de cette transformation. Mais bon. Et le dernier point qui m'a intriguée pendant un long moment pour après à la fin être un petit peu déçue des révélations, c'est que à l'est donc Doumaï et à l'ouest Gloriane pouvaient discuter un peu télépathiquement dans leurs rêves et du coup elles communiquaient et tout comme dans le prieuré de l'Oranger
où on avait les deux sources de pouvoir, le Siden à l'ouest, la magie du feu, que manient notamment les guerrières du prieuré, et à l'est la magie plutôt des étoiles, donc de l'astrène. Et c'est ces deux formes de magie et leur complémentarité qui met fin aux événements dans le prieuré. Ici, on se dirigeait vers ça, et le fait que ces deux jeunes femmes puissent communiquer un petit peu magiquement, télépathiquement par leurs rêves, tendait le récit vers ça. Et j'ai bien aimé la petite révélation sur Kant, qui était un personnage que j'aimais bien, un petit peu emblématique, qui était pour le coup mystérieuse, et c'était la seule qu'on n'arrivait pas, je trouve, à cerner, et qui n'était pas présentée, j'ai envie de dire, de manière manichéenne. Et j'ai bien aimé comment elle vient foutre un petit peu la pagaille dans les rêves de nos deux dormeuses, et comment en fait elle va manipuler les gens pour arriver à ses propres fins. Et c'est un petit peu le seul personnage qui est écrit avec des zones grises, des zones d'ombre, des zones de mystère, et qui pour moi fait plus adulte que les autres. Même si pour le coup, tout ce qu'elle a fait et toutes les révélations qu'on apprend à la fin, on les avait comprises, et j'ai l'impression que par moments l'autrice nous écrit noir sur blanc des révélations, comme si on les avait pas comprises, ou comme si elle avait un besoin d'expliciter l'implicite qu'on avait compris avant. Donc on arrive avec ça sur mon avis final. Comme vous l'aurez compris, c'est un avis assez mitigé. J'ai quand même mis 3 étoiles sur 5 sur Goodreads, parce que à aucun moment j'ai eu envie de l'abandonner. Alors c'était très long, j'ai sauté des passages, j'ai lu en diagonale les passages de l'Est, ça je l'ai dit assez régulièrement. Mais finalement, j'ai passé un bon moment de lecture. Les passages au nord, à l'ouest et au sud m'ont plu, et j'aurais bien aimé lire que ces passages-là, expurger les passages de l'Est, travailler davantage ces passages-là. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'était pas la lecture incroyable, c'était pas la lecture de l'année, loin de là. Voilà, c'était pas atroce non plus. Et les accélérations de rythme pour moi ne suffisent pas, que ça soit dans les éléments présentés, mais surtout pour pallier au problème, oui, de rythme, qui est encore une fois le principal, le problème. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'univers. Je vais pas m'étendre de nouveau là-dessus, j'en ai suffisamment parlé, mais c'est un univers que j'aime bien, donc forcément une nouvelle histoire dedans pouvait m'intéresser. Cependant, j'ai eu du mal à voir les distinctions avec le prieuré de l'Orange. Et j'ai eu l'impression de lire un remake, une histoire retravaillée autour du prieuré. J'ai vu des éléments de continuité, et pourquoi Un jour de nuit tombée et le préquel. Mais finalement, j'ai pas eu l'impression de lire 2 histoires complètement différentes. J'ai eu l'impression de lire les mêmes personnages, de rencontrer les mêmes personnages, de lire les mêmes péripéties, les mêmes manières de solutionner ces péripéties. Et ok, tout l'univers est basé sur cette dualité entre l'Est et l'Ouest, entre ces deux formes de magie, donc l'astrène et le Siden. Mais en fait, on peut creuser davantage que juste cette dualité, en tout cas à mon sens. Et je pense que ça sera globalement mon avis. C'est une bonne lecture, c'était sympathique, mais ça manque de complexité, ça manque de mystère, ça manque d'intrigue, et j'ai eu l'impression qu'on avait des péripéties pour des péripéties parce qu'il en fallait, et ceci vient expliquer, je pense, le problème de rythme. Pour conclure, parce que quand même lecture sympathique mais pas plus que ça, est-ce que je vais lire les autres livres dans cet univers-là écrits par la même autrice? Je ne sais pas, ce n'est pas un nom définitif pour 2 raisons. Premièrement, on m'a dit que la prochaine histoire dans cet univers était une novella, et pourquoi pas du coup sur un format court, parce que je pense qu'on aura un condensé de ce que j'ai aimé, à savoir l'univers sans problème de rythme. En tout cas, je l'espère, parce que sur une novella, ça serait quand même bien compliqué. Deuxième point qui me fait pas dire que c'est un nom catégorique, c'est que si elle écrit une histoire longue, alors j'espère pas autant longue que Le Prieuré et Un jour de nuit tombée, qui font tous les deux plus de 1100 pages, je crois. J'aimerais bien attendre des retours. Si je vois que c'est une histoire complètement différente, pourquoi pas en fait, l'univers m'a séduite, et pourquoi pas en fait, enfin je suis pas fermée à, mais j'attends d'avoir des retours, et des retours de personnes du coup qui n'ont pas aimé Un jour de nuit tombée, parce que du coup, mon avis est quand même plus proche de ces personnes-là que des personnes qui ont eu un coup de cœur pour Un jour de nuit tombée. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est que ça reste du coup plaisant à lire un livre de fantasy écrit, je pense, pour la jeunesse, avec des personnages LGBT, et que ça ne soit pas au cœur de l'intrigue, que ça soit juste
une normalité dans cet univers. Et ça, ça fait plaisir et je voulais encore une fois le souligner parce qu'en termes de représentation, nous sommes servis et ça c'est vraiment une bonne chose. Bref, j'arrête de blablater sur Un jour de nuit tombée. Ça a été un flop. En tout cas, ça n'a pas été une aussi bonne lecture que Le Prieuré de l'Oranger. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir filmé surtout, et d'être allée au bout de cet énorme pavé. N'hésitez pas du coup à me dire si vous l'avez lu, et surtout si vous avez aimé ou pas. Je suis quand même très curieuse parce que j'ai l'impression que les avis sont assez contrastés sur ce livre-là. Bref, arrêtons de parler de ce livre-là, Aurélie, et il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures, de nous retrouver la semaine prochaine en vidéo et surtout de vous remercier encore une fois de votre soutien, d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo hyper longue et peut-être pouvons-nous pouvez-vous commenter, que dis-je, des dragons en référence à Un jour de nuit tombée. Au revoir!